Pascal, Monsieur Le Ponner. Ah oui. Ouais, on peut avancer les... sympa. C'est vrai qu'on avance Attends, la table, on peut mais avancer on a la... cherché un endroit stable en fait. Oui, mais on va... À la cuillère. On va s'adapter au changement. Carrément. Au changement, au réchauffement climatique. Donc ça veut dire que vous allez vous déshabiller tout là. Vous allez à Sinon, on peut avancer d'un mètre. Vous allez vous déshabiller. Si on nous met une petite musique. Tu veux qu'on avance un peu, Pascal? Si tu veux, attends, on va juste enlever les bouteilles et on va avancer d'un mètre. Allez, on avance. Ah ouais, mais il y a le... C'est bien les verres en plastique là. C'est vrai, quand on a mis la table... Pour la table au milieu. Il y en a qui se mettent au milieu. Quand on a mis la table ce matin, il n'y avait pas autant de... On est pas mal. On est pas mal. Tiens, il faudra juste... Bah oui, tu vois, depuis ce matin on les enlève mais ça remonte. Oui, bah c'est pas très grave. C'est ça. On va quand même pas se plaindre des insectes. Quelque chose à grignoter si vous avez... Ouais, c'est ça. Un petit peu de viande. On s'adapte. Ouais, c'est déjà acquis. Hein. Il y a de l'altis. Si vous avez soif, n'hésitez pas, vous savez. Il y a du cidre aussi, mais je sais pas. Dom, la sono, je pense pas, on n'a pas besoin. Je suppose que vous parlez vraiment pas fort. Ça devra aller. Si, pour les... C'est mieux la sono? Pour les camions. C'est intéressant pour désherber la rade. Tiens, j'ai mon frère qui est tombé dedans. Choisissez avec. Présentation du GAB, est-ce qu'on va directement sur Progresser Tribune? Alors, je vais vous faire un petit rappel, présentation rapide du GAB et du réseau FNAB. Le GAB, c'est un syndicat professionnel des agriculteurs bio du Morbihan. Aujourd'hui, c'est 370 adhérents en gros, en 2018. Ce sont 15 paysans et paysannes qui sont au conseil d'administration. Et c'est 11 salariés et des stagiaires. Voilà. Les domaines de compétences du GAB, l'agronomie et l'élevage, hein, c'est d'accompagner l'évolution des pratiques sur le terrain, hein, vers des pratiques toujours plus vertueuses écologiquement. C'est la réglementation, c'est la veille sur la réglementation bio. Et pour ça, on dispose d'un réseau à travers la FRAB et la FNAB, d'un réseau qui se fait aussi force de proposition réglementaire. Il y a également l'installation et l'accompagnement des installations en bio, hein, qu'elles soient aidées ou non aidées. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est à peu près la moitié des installations dans le Morbihan qui se font en agriculture biologique. C'est un accompagnement sur la mise en marché et la commercialisation, avec un travail sur la structuration des filières, hein, avec un travail sur les filières 100% bio. Et à chaque fois qu'on travaille sur ces filières, il y a un souci que les producteurs gardent vraiment la maîtrise de leurs débouchés. C'est aussi un conseil aux décideurs en matière d'agriculture biologique sur le thème agriculture bio et développement territorial. En gros, il y a une action dans ce domaine-là qui est l'action sur la bio en restauration collective, qui est vraiment un fer de lance. Et les GAB des différents départements et des différentes régions sont membres du réseau FNAB, qui coordonne leurs actions sur le terrain, en s'appuyant sur une charte. Je crois qu'elle était disponible à l'accueil, un petit résumé de la charte des valeurs qui sont communes aux différents membres du réseau. Alors si on résume un petit peu les actions du GAB sur le terrain, c'est la formation des paysans. Ce sont de nombreuses démonstrations et des plateformes techniques, entre autres sur le désherbage mécanique, qui est un petit peu un domaine de prédilection, pour donner des alternatives au désherbage chimique. C'est le suivi de projets de recherche. C'est l'organisation d'événements de promotion de la bio. On a eu dernièrement les petits-déj bio à la ferme. C'est la structuration de filières bio et locales. Et c'est la pédagogie autour du mieux manger. Voilà pour les actions résumées du GAB. Alors pourquoi cette tribune aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le chauffage des serres est autorisé en agriculture biologique, mais il est réservé à la production de plants et il est aussi réservé à la mise hors gel des cultures en cas d'événement climatique. Cependant, le cadrage réglementaire aujourd'hui il est imprécis et dans le contexte actuel, le marché est porteur au niveau des légumes bio globalement
certains opérateurs économiques souhaiteraient que soit étendue la possibilité de chauffage à la production de légumes. La position du GAB et de la FNAB par rapport à cette question réglementaire, c'est que nous demandons vraiment un encadrement réglementaire qui soit plus strict pour exclure le chauffage de la production de légumes, le chauffage des serres. Dans les pourparlers qui ont lieu en ce moment au niveau du CNAB, la décision a été déjà reportée plusieurs fois sous la pression des lobbies. Le vote, normalement, est prévu pour le 11 juillet. Hein, et on va dire, pour maintenir la pression, une pétition en ligne a été mise en place par la FNAB et par différentes ONG. Ce sont donc les Amis de la Terre, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace, dis-moi si j'en oublie, France Climat, voilà. Action France Climat. Voilà. Aujourd'hui, la pétition en est déjà à plus de 60 000 signatures. Hop. Bon, la présentation de la ferme, je vous passe, on a déjà fait le petit topo. Hein, par rapport à la ferme, si je vous ai présenté un petit peu notre démarche, si on devait souligner quelques actions pour réduire l'impact écologique, c'est la suppression progressive des plastiques. Au départ, en s'installant, un petit peu débordé par le travail, on utilise souvent beaucoup de plastique en maraîchage, hein, c'est un des reproches qui sont faits. Nous, on a pris la position sur la ferme de les supprimer dès que c'était possible et de passer vraiment tout en sol nu avec une logique de plantation à la planteuse et de désherbage mécanique de façon à réduire vraiment l'utilisation de plastique. C'est la plantation de plus d'1 hectare de haies sur la ferme, sur 12 hectares. C'est le souhait de relocaliser au maximum nos débouchés et de travailler avec des fermes locales aussi au niveau de la commercialisation. On a une logique de regrouper l'offre, vraiment de mutualiser l'offre entre les paysans bio au niveau local, de façon à faciliter la tâche aux consommateurs et que le bio soit accessible pour un plus grand nombre. Alors, au niveau de Click Tabarouette, l'association qui fait des paniers en ligne, c'est une trentaine de producteurs. Nous, au niveau du magasin à la ferme, à titre personnel, on va dire sur la ferme, c'est aussi plus d'une vingtaine de producteurs locaux et bio avec qui on travaille tous les jours, toutes les semaines, quoi. Et j'en parlais tout à l'heure aussi, c'est d'engager un diagnostic au niveau de la LPO pour favoriser le maintien, voire le retour de la biodiversité sur la ferme. Donc on voit que tout ça s'inscrit vraiment dans une démarche écologique. Alors ce qu'il faut noter au niveau du Morbihan, c'est qu'il y a une forte dynamique territoriale qui est vraiment spécifique au niveau de la bio. On a de très nombreuses installations en maraîchage bio, hein, maraîchage diversifié, avec beaucoup de circuits courts, hein, sous différentes formes, que ce soit les marchés, les magasins de producteurs. C'est un des départements, je crois que c'est le département en France qui compte le plus de magasins de producteurs bio. Je parlais tout à l'heure du site internet. Globalement, ce qui nous fait peur, dans l'industrialisation des légumes bio par le chauffage des serres, c'est que la production de légumes à contre-saison vienne mettre à mal tous ces efforts et toutes ces démarches qui ont été entreprises. En particulier, excusez-moi, sur le marché de la tomate et du concombre, qui risquent d'être les plus impactés. Mais l'enjeu n'est pas uniquement sur les légumes quand on parle de chauffage des serres. Si on laisse passer ça, j'ai bien peur que ce soit toute la bio derrière qui soit impactée. Et c'est vraiment notre souci au niveau du GAB, c'est vraiment que le label AB reste et demeure vraiment un gage de qualité des produits. Et pour nous, du chauffage des serres pour produire de la tomate au printemps, on va vraiment pas dans cette voie-là. Donc nous nous y opposons farouchement. Voilà. Je vais laisser la parole à nos différents intervenants. Il y avait des contraintes horaires, je ne sais pas dans quel... qui va prendre la parole. Joël, l'abbé, je vous laisse la... Tu vas à l'école ? Il y a un micro, il n'y a pas besoin de micro aussi.
Tout d'abord, très heureux d'être là, à la campagne, avant de partir à Paris tout à l'heure, parce que c'est notre quotidien ou notre hebdomadaire, mais ça fait partie du travail. En gros, c'est 3 jours par semaine à Paris, les dossiers, le travail parlementaire, qui est essentiel, les relais avec les réseaux, tout ça. Et puis ici, ça va tout de suite mieux. Et ici, le travail avec le terrain, l'écoute du terrain, des problématiques du terrain, et l'ensemble des problématiques pour qu'on puisse avoir un regard objectif. Je fais partie de ceux qui ne sont pas neutres, et moins neutres que jamais, suite aux différentes études qui nous tombent, alors d'un point de vue planétaire, mais il y a le global, et qui est résultat de ce qui se passe sur le local, que ce soit les conclusions du GIEC sur le réchauffement climatique, ou plutôt le dérèglement climatique, les conclusions de l'IPBES concernant la biodiversité, on en parlait trop peu jusque-là, c'est une catastrophe, et plein de catastrophistes d'ailleurs parlent de collapsologie maintenant. Moi je fais partie de ceux qui ne croient pas en ça, sauf que les alertes sont données. Si on ne prend pas les mesures maintenant, là, dans les années qui viennent, c'est-à-dire maintenant à court terme, on est mal parti. Alors par rapport aux jeunes générations, on n'a pas le droit d'être mal parti. Donc il y a des mesures à prendre. Les mesures, parce qu'on nous dit qu'il faut mener des études et tout, on les connaît, les études ont été menées. Retour à une agriculture en lien avec la terre, agriculture des équilibres, de l'humain, avec les autres humains d'abord, c'est essentiel. Et là on peut parler le monde paysan avec les citoyens consommateurs, ce lien-là, il est essentiel. Les peuples entre les peuples. Si on continue de se faire la concurrence comme ça, on est tous mal partis. Et puis l'humain avec le vivant, que le vivant soit animal ou que le vivant soit végétal. Donc ma position par rapport à cela, être moderne, c'est être en capacité de faire des retours en arrière pour retrouver le bon sens et les bons sens pour avancer. À savoir, donc sur les enjeux qui nous intéressent aujourd'hui, on sait qu'il y a il y a une tendance lourde qui est l'industrialisation de l'alimentation qui se poursuit, industrialisation de l'alimentation, donc de la production. D'où l'intérêt, le bio ou la bio a été extrêmement laissé de côté, considéré comme niche, à la niche. Maintenant, les consommateurs, mais les tendances sociétales font que l'agriculture bio a le vent en poupe. Et les tenants de l'agriculture industrielle sont derrière. Maintenant, il y a du business à faire là. On veut s'y mettre aussi. Sur la question des serres chauffées, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une chose. On lâche là-dessus. C'est la porte ouverte à de tas d'autres choses. Évidemment, on le sent, on l'entend. L'agriculture intelligente, d'extrême précision, extrêmement technologique, au point... Oui, c'est important de le dire, c'est pas arrivé chez nous, mais si on laisse faire, aux États-Unis, ça y est, des super micro-drones peuvent remplacer les abeilles pour polliniser. Donc le numérique, la robotique au service de l'agriculture et de l'humanité, mais c'est en place, on est capable de faire. C'est juste abominable. La question du sens est essentielle. L'agriculture liée au territoire et l'alimentation liée au territoire aussi. Alors, les écologistes de l'Assemblée et du Sénat, au mandat précédent, dans le cadre de la loi d'avenir agricole, on a réussi à faire admettre, à introduire les projets alimentaires territoriaux. Mon point de vue maintenant serait qu'ils deviennent obligatoires. Il y en a un ici d'ailleurs, Loudiac, Pontivy, Pleuhermel. Tout le monde autour de la table. Comment faire en sorte qu'en 2030, la majeure partie de l'alimentation consommée sur ce territoire soit produite sur le territoire. Là, il y a énormément d'avenir. Par contre, on y va beaucoup trop lentement parce que les tenants de l'agriculture industrielle et des productions industrielles sont là parce qu'ils ont des marchés. Tu as évoqué tout à l'heure la question de la restauration collective, un levier extraordinaire. On avait travaillé là-dessus, sur la question de la relocalisation de l'alimentation. Donc ces deux tendances, agriculture qui soit une agriculture paysanne, d'une part, et qui soit une agriculture de proximité par rapport à la consommation. Et moyennant cela, on règle un tas de problèmes et on se redonne des perspectives d'avenir. Et ça, c'est attendu par nos concitoyens, c'est attendu par les jeunes générations, et on n'a pas le droit de défaillir. C'est pour ça, sur la question de la radicalité dans le discours,
Pour moi, je fais partie de ceux qui ont été trop gentils jusque-là, pas assez tapés du poing sur la table par rapport à ce qui se passe. Et maintenant, les uns et les autres, parce qu'on est tous concernés, d'une façon radicale, on s'oppose à des tendances pour défendre d'autres tendances. Alors, à l'invitation de la FNAB, j'avais questionné le ministre de l'Agriculture, mon pote Didier Guillaume, parce qu'on est potes, on s'engueule souvent, mais on se respecte. Et donc je l'avais questionné par rapport à ce sujet des serres chauffées. Sa réponse que vous avez toutes et tous entendue, elle a été mi-figue, mi-raisin. Et il m'a vu après, ouais mais tu comprends, si c'est par de l'énergie alternative quand même, il faut le prendre en compte. Donc alors Didier Guillaume est évidemment sous influence d'un gros et d'un fort lobbying. Alors je viens de lui envoyer un SMS pour lui dire qu'il y a beaucoup de gens qui comptaient sur lui. Voilà, alors on attend le 11 juillet. Je crois que l'idée de la pétition, c'était une bonne chose. Je crois que ça dépasse les 70 000 maintenant. Et qu'il faut maintenir la pression parce qu'on va rentrer dans une période où il va y avoir du rapport de force. Il y a le lobbying qui est toujours en place, le lobbying système. Et en face, la mobilisation citoyenne est un contre-lobbying extraordinaire qui est bien plus fort que l'autre. Voilà les petites choses que j'avais à vous dire. Et saluer l'état d'esprit dans lequel vous travaillez, vous démontrez, alors 2 emplois et demi sur 12 hectares, on va le dire comme ça. C'est juste en termes de création d'emplois, en termes d'économie, en termes d'aménagement du territoire, de développement local, c'est tout bon, préservation de la biodiversité, tout y est. Alors notre avenir à toutes et à tous, il est là, alors on va se bagarrer contre les serres chauffées parce que c'est très symbolique de ce qui va suivre. Je vous remercie. Je propose de prendre la parole. Alors, on va au chevet, c'est ça? Bon, peut-être pas, on va faire développement durable, on va arrêter tout ça. Oui, tu peux... Stop. Voilà. Bon, moi ça va, j'ai une grande gueule comme chacun sait. Donc, alors, qu'est-ce qui finalement, Joël a bien, j'allais dire, fait un panorama complet. Qu'est-ce qui est embêtant avec ces histoires de serres chauffées? La première chose, évidemment, c'est que ça peut complètement remettre en cause l'alimentation de proximité. Or, je ne vous ferai pas un dessin, vous savez bien que cette alimentation de proximité, c'est la meilleure qu'on puisse avoir. C'est aussi celle qui, en termes de développement durable, est celle qui utilise le moins d'énergie. Et c'est celle, il faut relocaliser l'agriculture. Et nous, en Bretagne, on a la chance d'avoir, c'est une grande région agricole, donc on peut avoir effectivement des productions qui sont à côté de là où on habite. Bon, quand on habite dans le centre de Paris, c'est un tout petit peu plus compliqué quand même. Donc on a cette chance-là et il ne faut absolument pas évidemment déstabiliser ces exploitations qui fonctionnent en circuit court, qui sont en train de se structurer, qui sont en train de proposer de l'alimentation sur toute l'année. Parce qu'un des moments, effectivement, à un moment, quand c'était très peu, j'allais dire très peu développé, forcément il y avait des problèmes d'approvisionnement et tout. On n'a plus ces problèmes-là aujourd'hui. C'est régulier, avec de la nourriture de qualité, on l'a dit. Et donc c'est important de le garder. La deuxième chose, c'est tout ce qui est développement durable par rapport à la consommation d'énergie. C'est quand même un peu idiot d'utiliser de la chaleur pour faire des légumes, alors que finalement, il vaut mieux consommer des légumes de saison. Tu as parlé du bien manger. A priori, l'homme, depuis le temps qu'il est là, il s'est habitué aux légumes qu'il avait en hiver. Il mangeait des légumes d'hiver et ça correspondait aussi au temps, et en été, des légumes d'été. Donc, je crois qu'il faut aussi un peu de bon sens. On n'est pas tous obligés de manger des tomates tout le temps, y compris au mois de décembre, janvier ou février. Donc c'est quelque chose qui me paraît important, de suivre aussi, que l'homme tout simplement suive la nature. Et c'est comme ça effectivement qu'on sera le plus, j'allais dire, le plus performant, en tout cas le plus performant écologiquement, parce que il ne vous a pas totalement échappé que quelque part quand on parle de burn-out, on peut dire que la Terre est en état de burn-out. Quand à la moitié de l'année on a déjà mangé tout ce qu'elle peut nous produire dans l'année, ça veut dire qu'on consomme de trop. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et la troisième chose que j'aimerais dire, écoutez, et ça c'est un message qui s'adresse à tout le monde, c'est manger du bio. Parce que nous sommes ici pour ça. Le marché augmente petit à petit, je crois d'une bonne dizaine de pourcents par an, je crois que c'était 14% l'année dernière.
Si on veut préserver la nature, si on veut se passer des pesticides, il faut acheter du bio. Donc moi je dis aux consommateurs, achetez du bio, et plus il sera local, mieux ce sera. Voilà, je crois que comme ça les choses sont assez claires. Alors quand on a effectivement, on a sans doute à structurer pour les grandes villes, parce que je ne crois pas que ce soit dans l'agriculture urbaine, dans les terrasses parisiennes, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à faire de quoi nourrir Paris. Mais les ceintures maraîchères à réhabiliter, il y a de quoi faire là. Il y a de quoi faire, évidemment. Donc il y a plein de choses à faire. Et je crois qu'on est dans un mouvement qui est un mouvement de long terme, mais qu'il faut accompagner et il faut éviter évidemment les dérives. Voilà, je crois que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et oui, juste, je le rappelais parce que c'est vrai, je me souviens de cette histoire de relocalisation des 40%. Ça venait du Sénat, c'est vous qui l'aviez initié, et nous on l'avait négocié avec Brigitte Allain sur un coin de table à l'Assemblée nationale avec Le Foll à ce moment-là. Donc quelquefois, effectivement, les négociations de dernière minute sont parfois intéressantes. Donc je ne sais pas si cette fois-ci on va le faire, mais en tout cas, il y a un certain nombre de députés qui ont signé une lettre qui a été envoyée à Didier Guillaume. Et il y a pas mal de députés bretons dedans. Bon, c'est Sandrine Lefeur qui l'a rédigé, et il y a beaucoup de députés qui l'ont signé. Voilà. Donc, soyons optimistes. Pascal, je te propose de prendre la suite. Ok. Non, je crois pas. Donc bonjour, Pascal Lenormand, maraîcher à Sulniac en GAEC, GAEC court-circuit. Installé en 2014, mais deuxième installation, première installation en 86, et là une autre installation en maraîchage aujourd'hui en GAEC avec une collègue, Christine Hamon. Et notre activité principale est de faire du collectif déjà. Notre base était celle-là, on est sorti du maraîchage en vente directe pour vouloir tout voir les possibilités de faire des choses en collectif. Donc on fait partie d'un magasin de producteurs, le local bio à Séné. On a aussi des ventes au niveau de Biocop, on fait à peu près entre 10 et 15 tonnes de carottes avec Biocop tous les ans. Et puis on complémente aussi une dizaine de maraîchers dans leur gamme de produits pour soit de la vente directe, soit de la vente de magasins ou autre. Mais on est dans la complémentarité. On est à peu près sur une production d'une dizaine de légumes sur la ferme, sur une surface cultivée de 5 hectares et une surface globale de 14 hectares. Et donc nous on est parti vraiment sur de l'extensif, on veut vraiment sur l'extensif et sur l'agronomie. Notre base aujourd'hui c'est de retravailler absolument l'agronomie, ce qui a été complètement perdu justement au niveau agricole. Et d'où le sujet des serres chauffées qui nous amène encore dans ce mur là de toute façon de vouloir rendre le paysan encore dépendant d'un système. Donc on produit de la tomate, à peu près 15 tonnes de tomates tous les ans. Donc si on est sur ce sujet-là de la tomate, nous on plante concrètement de la tomate fin mars pour une production qui va démarrer à peu près dans 10 jours et que l'on va continuer jusqu'au mois de novembre. C'est ce qui se passe là si on parle vraiment de ce sujet de la tomate. Ce n'est pas qu'un problème de chauffage aussi, parce que c'est un problème vraiment d'énergie, de saisonnalité complète. Et quand on parle de chauffage, pour qu'une tomate pousse, il lui faut aussi de la lumière. Ça veut dire que si on est en contre-saison, ça veut dire aussi qu'on va être obligé de rajouter de la luminosité, de la lumière, de la consommation d'énergie lumineuse. Un autre problème en plus, c'est qu'on sait que pour féconder une tomate aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait des bourdons, ou alors il faut faire ça en mécanique, mais en tout cas le pollen il va pas se travailler comme ça, la fécondation va pas se faire. Ce qui fait que faire travailler des bourdons, je sais pas comment on peut arriver à faire travailler des bourdons, en tout cas au mois de janvier et février, mais ça doit être un peu compliqué. Ça veut dire que là on est complètement dans des choses qui sont irrationnelles. Et en plus tout ce qui est lié aux insecticides, parce que même s'ils sont en bio, on sait que nous on utilise des insectes en tout cas pour la prédation de nos ravageurs, en pucerons entre autres.
Et on connaît, quand on connaît le truc, c'est que des insectes, pour qu'ils se développent, pour qu'ils arrivent à faire des pontes, il faut du 12 degrés nuit. Ça veut dire qu'on est, si on est dans ce système-là, on n'est que dans un système interne à une serre. On n'est pas du tout en relation avec l'extérieur. Il n'y a plus rien qui est lié avec de l'extérieur. Donc, on peut considérer que même si on est dans un système en sol, puisque c'est de la tomate en sol, on est bien dans un système hors sol, complètement hors sol, puisqu'il n'est pas du tout lié avec son entourage. Donc, c'est pour ça qu'il faudra y aller de toute façon vers une obligation de saisonnalité de plantation, parce qu'on dit qu'aujourd'hui c'est pas autorisé, mais nous on sait concrètement, avec des marchands de plants, qu'il y a des gens aujourd'hui qui plantent de la courgette en bio au mois de février. Donc c'est inconcevable. Sans chauffage, c'est inconcevable. On sait que de la tomate est aussi plantée dans ces moments-là, ce qui veut dire que on a déjà franchi les frontières. Et en plus, quand on parle chauffage, ça veut aussi dire qu'on va parler de choses qu'on a combattues depuis très longtemps, c'est-à-dire des productions qui créent du méthane. Et pour faire alors si c'est faire des élevages pour faire du gaz et utiliser ce gaz pour chauffer en bio des serres, on est dans l'incohérence la plus complète. Voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que vous voulez prendre la parole dans les deux coques, monsieur Guillaume ? Bon, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ça va? Je suis gérant de 3 magasins Biocop à Pontivy, Locminé et Loudéac. Donc on va fêter notre 30e anniversaire l'année prochaine à Pontivy. Donc je suis de ceux qui partagent évidemment tout ce qui a été dit jusque-là à cette tribune. Je pense que vous connaissez Biocop. Alors quelques chiffres. Voilà, c'est 580 magasins aujourd'hui en France, avec un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc juste derrière la grande enseigne Carrefour et Leclerc qui s'empresse de nous doubler à grands pas ces temps-ci. Voilà, donc on a quand même une solide expérience du marché et évidemment on s'inscrit totalement dans cette lutte contre les serres chauffées, puisqu'on voit bien que ça va dériver vers l'industrialisation de la bio. Donc en accord avec la FNAB et le Synadis, c'est le syndicat des magasins bio, on s'oppose donc à ces serres chauffées et on soutient les pétitions évidemment qui sont menées par Greenpeace, la fondation de Nicolas Hulot et celle que tu as citée aussi, France Action Climat. Oui. Donc dans ce sujet des serres chauffées, ça rentre dans notre combat, parce qu'on combat aussi ça chez Biocop, le combat contre la bio industrielle et pour une bio de qualité et une bio paysanne, avec cet antagonisme entre le bio et la bio. On vient d'en parler, là, le bio qui porte aujourd'hui malheureusement peu de valeur de responsabilité de la consommation, contrairement à la bio qui a cette responsabilité, qui emmène cette responsabilité sociétale et environnementale. Bon, donc on a vu, Joël Labbé en a parlé sur l'impact des serres chauffées. Je crois que l'INAO a fait une étude encore l'année dernière sur les serres chauffées qui consomment 8 fois plus, qui ont un impact 8 fois plus important que du consommé de saison et local en termes d'émissions de CO2. Donc je crois que les études, elles sont là. On pourrait en faire, je pense encore, on irait toujours dans le même sens.
Je vais parler aussi un peu du consommateur, hein, puisque mon boulot c'est de vendre à des consommateurs. Alors ça fait 30 ans que nous on martèle ce slogan que le bio c'est le respect des saisons. Donc voilà, de mettre des serres chauffées, ce serait piétiner cette valeur qui nous anime tous. Hein, je ne vous parle pas du goût. Je pense que vous avez tous goûté des tomates, ce symbole des serres chauffées en hiver. Ça n'a aucun intérêt gustatif. Donc voilà, c'est un élément aussi que les consommateurs qui nous suivent depuis 30 ans ne vont pas apprécier. Bon. Sans doute que les consommateurs des grandes surfaces qui sont habitués à ça, ils vont trouver une bio sans pesticides. Mais je veux dire, pour l'intérêt global de l'agriculture biologique, c'est une vraie catastrophe. Je pense que le label bio, il est vraiment menacé. On a un risque d'un affaiblissement réel et je dirais même qu'on décrédibilise la bio à travers ces serres chauffées. Nous, on a fait le choix vous savez, à Biocop, nous, on fait des choix qui sont beaucoup plus rigoureux que ça, puisqu'on a un cahier des charges qui va au-delà du label et du cahier des charges européen. On interdit effectivement les serres chauffées, mais on interdit les OGM, on interdit le transport de l'alimentation par avion. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et pour soutenir une agriculture bio française. Dans notre magasin à Pontivy, on est à 30% d'appro en local. Donc les clics Tabarouette et les magasins de producteurs, moi je suis à fond pour. Voilà, je défends la bio d'une façon générale, mais avec une bio qui est porteuse de sens. La France a été un des pays pionniers pour l'introduction de la bio, le développement de la bio dans les années 70-80. Bon, elle a été rattrapée dans les années 80-90 par tous ses voisins européens. Elle a même été dépassée en termes de production par nos confrères européens. Bon, aujourd'hui, il semble qu'on remonte un peu la pente en termes de production. Là, de ramener cet élément des serres chauffées dans les règlements européens, ce serait vraiment un coup bas à cette agriculture bio qu'on défend. Puisque je pense que l'agriculture est quand même très mal en point et l'agriculture bio, elle est pour moi une espérance pour le monde agricole, puisqu'on voit bien que, c'est toi qui le disais, il y a une installation sur 2 dans le Morbihan qui est en bio. Donc voilà, il y a vraiment une prise de conscience alors je m'inscris vraiment au nom de Biocop, vraiment contre ces serres chauffées qui vont à l'encontre de ces développements de l'agriculture bio. Donc en plus nous sommes dans une démarche depuis de diminution d'émissions de CO2, ce fameux bilan carbone. Voilà, bon, je ne vais pas revenir sur les éléments qui ont été développés précédemment, mais les serres chauffées, ça va à l'encontre de cet élément-là. Donc c'est simple, moi je dis non aux serres chauffées et je suis catégorique comme mes prédécesseurs à cette préconisation, à ce qui est soumis donc à notre gouvernement en juillet. Voilà, merci de votre attention. Bonjour, Jean-Pierre Le Ponner, maire de Noliac et agriculteur, pas agriculteur bio, agriculteur conventionnel. Je suis accompagné de Sébastien Gégorel, qui est le cuisinier de Noliac. Alors, je vais parler effectivement de deux choses, les serres chauffées et la restauration collective sur Noliac. Je vais commencer par la restauration collective. Nous, on a mis ça en place, on n'a pas eu besoin de PAT et de choses comme ça. On a mis ça en place depuis 2006 avec l'accompagnement du GAB. C'est Sophie Denis, je crois, qui accompagnait Sébastien.
Donc le départ a été un petit peu difficile. Hein. À cette époque-là, on était un peu précurseurs. Il y avait un repas par trimestre, je crois que c'est ça. Quelques oppositions aussi dans les parents au niveau de la cantine. Donc on a essuyé les plâtres un peu au départ. Mais aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. Aujourd'hui, on a à peu près plus de 50 à 60% de produits bio dans nos repas. On a une entente avec 2 autres communes, Kerghrist et Saint-Aignan, qui viennent se fournir chez nous en liaison chaude. Donc ça fait à peu près 100-140 repas jour. On se heurte à un petit problème actuellement, c'est qu'on a une école de Pontivy qui souhaite s'approvisionner. C'est l'école d'Iwan, on peut la nommer, qui souhaite s'approvisionner, mais on n'a pas les autorisations, puisqu'on n'est pas autorisé à préparer plus de 400 repas par semaine pour d'autres établissements extérieurs. Donc ça nous freine, ça j'en parle aux élus qui sont là, puisque on a une volonté, alors on a contacté la DDPP, Madame Guillaume, donc on a déjà une dérogation, mais ils ne veulent pas aller au-dessus de cette dérogation de 400 repas par semaine pour d'autres établissements. C'est un peu dommage, on espère quand même aboutir, puisqu'il y a une volonté de l'autre école de venir s'approvisionner chez nous. Donc l'approvisionnement en bio chez nous se fait sur les communes voisines, que ce soit en viande, en légumes. Enfin, Sébastien vous donnera un petit aperçu tout à l'heure des gens qui nous approvisionnent. Aujourd'hui, ça marche, c'est vrai que ça fonctionne très très bien. On parle souvent de coût de repas. Nous, on voit à Neuliac que notre coût de repas en bio n'est pas plus élevé qu'un coût traditionnel. Après, il y a le savoir-faire aussi du cuisinier, les quantités. Enfin, je laisserai un peu développer ça. Le deuxième point, c'est sur les serres chauffées. Mon avis est le même que ceux qui m'ont précédé, effectivement. Je trouve que c'est une aberration et si vous lancez là-dedans, je crois qu'on va devant de gros soucis. De plus, nous, sur le territoire de Pontivy Communauté et Centre Morbihan Communauté, il y a un contrat de transition écologique qui va être signé bientôt. Alors je pense qu'il faut au bout d'un moment allier les actes aux paroles. Tiens. Donc pour les serres chauffées, moi effectivement ma position elle est très claire aussi, notamment sur la production, c'est niette. Voilà, Sébastien, si tu veux rajouter quelques petits trucs sur la restauration. Non, c'est pas la peine. Non. Voilà. Quand même derrière la volonté des élus, on a pu le voir là-bas, il y a des gens de terrain dont fait partie Sébastien et qui sont des C'est vrai que j'aurais pu le rajouter, c'est pas venu des élus, l'action sur Neuliac, notamment l'introduction de produits bio, c'est Sébastien qui a organisé ça, qui nous a sensibilisés et aujourd'hui le mérite lui en revient et non pas aux élus. C'est les élus qui décident comme ça, c'est important. Mais enfin, il a quand même, il a été pour une grande part. Mais c'est dire que c'est la bonne intelligence entre les deux parties qui fait que... Et aujourd'hui, on ne reviendra pas en arrière. Bon, je vois que le débat est déjà entamé, très bien. Alors, avant de conclure tous ces échanges, je tiens à remercier tous nos intervenants pour leur soutien déjà. À remercier aussi les partenaires de la pétition que sont le FNAB, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace et Action France Climat. Pour nous, nous paysans bio du GAB 56, soutenus par tous les signataires de la pétition et par tous les intervenants que nous avons eu là cet après-midi, nous réaffirmons fermement notre attachement à ce que le logo AB reste un gage de qualité des produits et garantisse le respect de l'environnement et de la saisonnalité dans le mode de production. Autoriser le chauffage des serres, ça serait effectivement une totale aberration, en contradiction avec l'esprit de la bio et avec son cahier des charges. En effet, le non-respect du cycle naturel pour produire à contre-saison n'est pas compatible avec les principes fondamentaux de rotation. Chauffer des serres non isolées serait une utilisation déraisonnable de l'énergie, quelle qu'en soit l'origine, même si elle était renouvelable. La production massive de tomates bio de mauvaise qualité gustative en début de saison va forcément déstabiliser le reste du marché sur le reste de la saison. Le label AB qui serait imposé sur des tomates de piètre qualité va induire une perte de confiance de nos consommateurs dans le logo et ça serait préjudiciable à l'ensemble des producteurs en bio. La spécialisation des serres chauffées dans seulement 2 ou 3 espèces cultivées à forte valeur ajoutée est contraire aux exigences de rotation du cahier des charges.
Nous demandons donc que le cadre réglementaire du chauffage des serres soit durci pour exclure cette pratique en AB en dehors de la production de plants et de la mise hors gel. Plutôt que de répondre de façon irresponsable à une soi-disant demande des consommateurs, au GAB, nous préférons mettre toute notre énergie à poursuivre nos actions de pédagogie vers les consommateurs pour promouvoir la saisonnalité des légumes et leur diversité au fil des saisons. Nous encourageons les paysans bio, bien sûr, mais aussi les consommateurs à continuer de nous soutenir en signant la pétition, car c'est vraiment, on l'a dit déjà à plusieurs reprises, au-delà de la filière légumes, c'est vraiment l'avenir de la bio qui va se jouer le 11 juillet. Bien au-delà de la filière légumes, je disais. Donc Joël, tu as déjà interpellé le ministre, alors je vais me permettre d'en remettre une petite louche, si tu permets. Hein. Donc monsieur le ministre de l'Agriculture, à l'heure de trancher cette question, n'écoutez pas ceux qui, à force d'industrialiser toutes les filières agricoles, ont fait de nos campagnes des déserts ruraux. N'écoutez pas ceux qui, toujours en recherche de compétitivité, ont pollué nos lacs, nos rivières, nos nappes phréatiques de résidus de pesticides et aujourd'hui freinent des cas de fer dès qu'on veut interdire une molécule des plus néfastes et qui rechignent toujours à sortir du modèle chimique. N'écoutez pas ceux qui, toujours à court d'arguments pour défendre le chauffage des serres, proposent de réfléchir à une utilisation vertueuse de l'énergie. Je me demande toujours comment chauffer des serres non isolées pourrait être vertueux quand par ailleurs le gouvernement finance l'isolation des logements pour limiter la dépendance énergétique de notre pays et l'impact climatique. Sur cette question de chauffer les serres avec des énergies renouvelables soi-disant vertueuses, si on parle de la méthanisation, quelle surface de terre bio faudra-t-il pour chauffer 1 hectare de tomates? Est-ce que c'est vraiment raisonnable de l'envisager quand on sait qu'on manque déjà de culture bio? Alors, quand on propose ça, est-ce que c'est du greenwashing sans vergogne ou c'est totalement irresponsable? Je vous laisse le soin de juger. Monsieur le ministre, n'écoutez pas davantage les élucubrations en matière d'attente des consommateurs. Ce printemps, des tomates conventionnelles sous serre chauffée sont détruites en Bretagne, faute de demande des consommateurs. Nous ne pensons pas que les consommateurs bio soient plus friands de ce genre de tomates insipides. N'écoutez pas non plus ceux qui proposent le concept de planter dans l'année, pour se substituer à la notion de saisonnalité. On frise ici le ridicule. Chez nous, l'ail, les épinards, les côtes de bête, les salades sont plantées en automne et sont récoltées au printemps. Là, vraiment, on frise le ridicule. Si on a la bonne idée de créer un label planté dans l'année, moi je propose que le premier à décrocher le label soit le marché de l'œuf bio. En effet, ceux qui lancent cette idée géniale ont par le passé refusé d'encadrer le développement des ateliers de poules pondeuses. Ils ont encouragé la création de trop nombreux ateliers de taille déraisonnable en méprisant le lien au sol. Ils ont créé des ateliers de 24 000 poules pondeuses en faisant 4 lots de 6 000 poules séparées par des grillages. Ils sont aujourd'hui directement responsables du sinistre actuel sur le marché de l'œuf bio. Et par la même occasion, ils ont planté aussi dans l'année le marché des matières premières bio pour l'alimentation animale. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'importer massivement des céréales et des protéines bio. S'il vous plaît, donc, monsieur le ministre, n'écoutez pas ceux qui ont prouvé leur totale incompétence et leur manque de légitimité pour décider de l'avenir de l'agriculture biologique. À l'heure de ce choix crucial pour la bio, je vous demande plutôt d'écouter ceux qui savent de quoi ils parlent en matière d'agriculture biologique. La FNAB porte la voix des pionniers de la bio, qui depuis ont fait bien des émules. Ils ont construit la bio d'aujourd'hui et montrent encore la voie à suivre. Leur démarche est d'ailleurs plébiscitée par les consommateurs. L'agriculture bio que nous défendons a fait la preuve de sa pertinence. Nous mettons en place des systèmes de production résilients. Nous participons à la reconquête de la qualité de l'eau et à la reconquête de la biodiversité, qui ont été mises à mal par un demi-siècle d'agriculture intensive. Nous créons de nouvelles filières bio locales, plus équitables et sources d'emplois non délocalisables. Par toutes ces actions, nous participons pour redynamiser nos territoires ruraux. Notre modèle d'agriculture bio est une alternative positive à l'agro-business destructeur. C'est pour nous la réponse la plus crédible pour relever le défi climatique, pour préserver la biodiversité, mais c'est aussi une réponse au désarroi social du monde agricole. Nous ne laisserons donc pas anéantir cette crédibilité de la bio par l'opportunisme de certains nouveaux venus. La FNAB avait lancé l'alerte sur les dérives de la production d'œufs bio. Face au lobbying de l'industrie agroalimentaire, malheureusement, nous n'avons pas été entendus à l'époque, avec les conséquences que l'on sait aujourd'hui.
Alors, tirez donc, Monsieur le Ministre, les leçons de ces erreurs passées et imposez que soit encadrée la production de légumes bio en interdisant le chauffage des serres pour la production de légumes. Voilà, je vous remercie de votre attention et vos réactions sont les bienvenues. Bravo. Est-ce que vous voulez intervenir? Je veux bien prendre la parole, ouais. Ah ben, venez. Nous, je représente le député du Morbihan, Jimmy Pain, qui a signé la pétition. Et hier, on n'était pas, c'est une coïncidence, mais hier, on était à Saint-Paul-de-Léon et on a rencontré M. Jean-Marc Rouet, qui est le président de la Brittany Ferry et donc actionnaire de la SICA de Saint-Paul-de-Léon. Et en rentrant de Saint-Paul-de-Léon, je me suis arrêté à Guipava, chez Savéol. J'ai rencontré M. Pierre-Yves Gestin, que j'avais déjà rencontré au salon. Et alors, pour revenir à tout ce qui a été dit, les gens de Savéol et les gens de la C4 Saint-Paul-de-Léon, ils veulent justement profiter de ce changement dans le bio pour que ça soit planté dans l'année ou que ça soit sous des serres chauffées, pouvoir faire du bio à n'importe quelle saison. Et M. Rouet, hier, il disait même, oh, la saisonnalité, ça dépend où est-ce qu'elle commence. Enfin, vous voyez, ils sont prêts à Il n'y a plus de saison d'ailleurs. à dire que la saison pourrait commencer au mois de décembre en fonction. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce que cette ouverture-là sur le chauffage ne soit pas possible, parce que le bio, ça doit vraiment rester, comme vous le disiez au début, saisonnier. Le bio, ça doit vraiment rester avec une différence de goût, parce que même les gens qui sont plus habitués, les consommateurs qui sont plus habitués au goût, si on leur propose des tomates bio qui ont le même goût que des tomates conventionnelles, ils vont dire bon, de toute façon c'est pas la peine de passer en bio, on va rester là. On décrédibilise toute la... Voilà, on décrédibilise. Bon, donc voilà, on suit et puis on soutient tout ce qui a été dit aujourd'hui. Ben voilà, je voulais vous apporter ce témoignage d'hier où on a rencontré les productivistes, on va dire, et puis les gros légumiers. Voilà, ils sont vraiment prêts à rentrer dans le bio de façon puissante avec leurs moyens, etc. Donc on a vraiment des précautions à prendre pour que le bio reste le bio comme on l'entend et comme on veut qu'il continue. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent prendre la parole, s'exprimer? Moi, j'ai juste une remarque. Vous connaissez tous la centrale nucléaire de Chinon, à Avoine. Et là-bas, les Hollandais, ils récupèrent toute l'eau chaude de la centrale pour faire des serres. Et eux, ils n'attendent que ça. Si on peut faire du bio dans les fers chauffés, dès qu'il y a des sous à faire, ils vont y aller. Là, ça serait le paradoxe, quoi. Utiliser le nucléaire pour faire du bio. Il doit avoir un taux de becquerel quand même. Je ne sais même pas si c'est contre. Parce que si le compteur GGR s'énerve un peu, ils vont peut-être pas avoir le label. C'est la tomate lumineuse. Il y avait un article sur l'Ouest de France, là, sur la Normandie, avec une énorme serre. Là, je sais pas si vous avez vu, c'était ce week-end, dans de la laine de roche. Il y a un argument qui est donné par les productivistes. Il vaut quand même mieux ça que de les importer. En fait, la question du bio et du local sont intimement liées. La question de la relocalisation de l'alimentation est derrière, et la souveraineté alimentaire des territoires. Alors effectivement, d'un point de vue économique, d'un point de vue bénéfice purement financier, il vaut sûrement mieux les produire en France, à condition qu'on arrive à produire en France sous serre chauffée en utilisant aujourd'hui du fioul, parce que c'est quand même aujourd'hui 75% de l'énergie qui est utilisée pour chauffer des serres, c'est du fioul. Qu'on m'explique comment on peut être compétitif d'un point de vue économique en chauffant sur tout le cycle de production quand nos voisins espagnols ont ça qui chauffe tout seul, quoi. Moi, voilà. Aujourd'hui, je pense qu'économiquement, on sera loin d'être compétitif. Et d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, vous avez ici l'impact écologique d'une tomate de saison sous abri non chauffé. Quand on l'importe d'Espagne, importer une tomate d'Espagne, c'est 2 fois plus d'impact écologique. La produire chez nous sous serre chauffée, c'est 8 fois plus d'impact écologique. Donc ça veut dire un rapport de 1 à 4 entre une tomate espagnole importée,
c'est sûr c'est pas terrible d'importer, mais je dirais que de la produire chez nous sous serre chauffée, je crois que le remède il est encore pire que le mal. Donc n'allons pas dans cette aberration, quoi, hein. Il y a un moment où l'énergie, dans le contexte actuel, on peut pas en faire n'importe quoi, on nous parle d'énergie vertueuse. Comment on va pouvoir méthaniser, faire de la méthanisation en bio quand on sait qu'en bio, on prône de l'élevage des vaches à l'herbe, qu'on prône des élevages sur fumier ou sur paille et non sur lisier, et quand on sait que pour méthaniser, ce qui est le plus méthanogène, c'est le lisier, quoi. Avancer des arguments comme ça, mais il faut vraiment être à court de bon sens, quoi, hein. Donc je crois qu'il ne faut vraiment pas aller dans cette voie-là, c'est vraiment... Ouais, et tu l'as dit tout à l'heure, hein, sur le côté des serres qui sont détruites en ce moment parce qu'il n'y a pas le marché. Et on le voit, c'est systématique tous les ans. Pourquoi la tomate est des fois, souvent même beaucoup moins chère au mois de juin qu'elle est au mois d'août. Tout simplement parce qu'il y a des volumes produits qui ne sont pas consommés, donc on fait du forcing pour essayer d'écouler les produits à des gens qui n'en veulent pas. Et ce qui fait qu'après, ces tomates-là se retrouvent en plus en concurrence directe après avec les vrais produits de saison, et c'est eux qui cassent de toute façon tout le marché, quoi. Alors il y avait Francis qui voulait intervenir. Disons que Dominique, parmi les autres intervenants, vous avez dit tellement de belles choses que c'est difficile d'intervenir après vous parce que j'allais dire que tout était dit. Du coup, j'ai été obligé de creuser et puis de retrouver quelque chose. Donc moi, en tant que paysan, j'accompagne aussi des agriculteurs en difficulté financière. Et on remarque que le profil actuel, c'est des exploitations de plus en plus grosses, notamment en conventionnel. Et il y a des moments où on se demande où ça va terminer. Et juste pour revenir quand même aux serres bio chauffées, l'idée c'est bien de se dire on est face à une agriculture, je dirais, du siècle dernier. Et personne n'a encore nommé la FNSEA, mais quand même, on est quand même gouverné par la FNSEA. Non mais j'ai les oreilles qui bourdonnaient largement. Mais ceci étant, il faut qu'on arrête d'éliminer les paysans. Et je trouve que la serre chauffée productiviste, en bio, ça va aussi dans le sens de l'élimination de la main-d'œuvre agricole. Et ça, moi je le dénonce fortement. Et ce que je veux ajouter, renforcer un tout petit peu plus, c'est qu'aujourd'hui c'est des projets. Ça veut dire que les projets, c'est quand même des investissements très onéreux et qui orientent l'agriculture pour demain. Et ça a déjà été dit, mais l'énergie, on sait très bien qu'elle va aller en augmentant. L'emploi, c'est aussi problématique, etc. Donc, ça paraît complètement des projets, moi je dis, du siècle dernier, quoi. Voilà. Bien. Je m'appelle Benoît, je suis maraîcher à Bio, à Caudan, à Florian. En fait, j'avais une question par rapport au Symbiose Clésomatie, c'est le magazine du GAB. Et on voit qu'en Bretagne, il y a déjà 10 fermes avec serre chauffée qui existent en Bretagne. Et donc, je voulais savoir tout simplement comment c'était faisable. Est-ce que d'un point de vue réglementaire, c'était déjà dans les clous, ou qu'est-ce qu'elle faisait comme légumes, quand est-ce qu'elle les faisait, et puis comment ils ont pu avoir leur certification si jamais ça rentrait pas dans la réglementation de... Alors, aujourd'hui, hein, le règlement européen stipule bien que le chauffage est autorisé pour la production de plants et pour garder, on va dire, hors gel, les productions de légumes hors gel. Après, aujourd'hui, effectivement, ça doit représenter 0,2% de la production de tomates, je crois, sous serre chauffée en bio. Ceux qui sont avides de s'engouffrer dans la brèche, là ils ont trouvé le petit interstice au niveau réglementaire pour dire ouais, mais le zéro végétatif d'une tomate c'est à combien? C'est 12 ou 15 degrés si on veut. Donc allons-y, chauffer jusqu'à 12 ou 15 degrés, on considérera que c'est du hors-gel jusqu'à 12 ou 15 degrés, c'est le zéro végétatif. Donc on trouvera toujours, si on n'a pas un cahier des charges et un guide de lecture français qui est vraiment strict et qui dit ça on n'a pas le droit de le faire, il y aura toujours des petits malins qui vont s'engouffrer dans les petites brèches que forcément, qui auraient pu prévoir que des gens allaient être aussi idiots que de se lancer dans de la serre chauffée en Bretagne, quoi, pour faire de la tomate.
Sauf qu'aujourd'hui, il y en a qui s'y lancent. Le législateur, celui qui a fait la réglementation, ne pouvait pas prévoir que des gens allaient s'engouffrer dans ce non-sens-là, quoi, hein. Donc aujourd'hui, vu que c'est la pratique qui a tendance à émerger, à se développer, on dit non, stop. Justement, le réseau a été vigilant en disant attention, il y a des choses, ça commence à déraper. On essaie d'encadrer les choses au niveau réglementaire, au niveau français, au niveau du guide de lecture, pour éviter que ça ne dérape davantage. Et c'est là que la FNAB a porté la question au niveau de l'INAO et du FNAB. Hein. Je n'ai pas suivi tout le dossier depuis le départ, mais en gros, le cheminement, il est celui-là, quoi. Et puis je pense que le travail qu'on fait ici par rapport à cette lecture du cahier des charges, on va dire, pour la France aussi, c'est quand même un travail européen qu'on compte bien mener avec nos collègues. Aussi, quoi. Parce que ce cahier des charges, il faut surtout s'en servir pour le faire vivre et pour le rendre toujours mieux disant et aller de l'avant, quoi. Et aujourd'hui, avec voilà, des types de développement comme ça, voilà, on ne peut pas accepter ça. Et nous, on veut bien que on veut que la bio se développe, mais à un rythme qui nous ressemble, en gardant sa cohérence, en gardant son lien au sol, et puis voilà, et surtout voilà, que ça ait du sens et puis que ça puisse servir aussi à l'agriculture aujourd'hui dite conventionnelle à avancer et à être une alternative aussi à sauver le monde rural aussi, quoi. Voilà. Donc il ne faut pas s'en servir comme marketing, il faut vraiment se servir de... Aujourd'hui, c'est de l'opportunisme commercial, et puis ça durera 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont faire leur chou gras là-dessus, et puis après on passera à une autre production. Voilà, pour eux, c'est une niche commerciale, et en bio, quand on crée des filières 100% bio, c'est pas une niche commerciale, c'est vraiment on va dire une conviction de fond, et on reste sur cette ligne-là, et il faut que ça soit durable, quoi. Et là-dessus, on entend beaucoup de nos élus aussi par rapport au marché. Ah oui, mais c'est qui fait le marché? Oui, c'est la consommation qui fait le marché. Ben, nous, au GAB, on n'est pas d'accord avec ça. Et on fait de la pédagogie. La structuration des filières, c'est aux paysans de la maîtriser, donc c'est à nous de faire ce boulot-là. Voilà, et on le fait en partenariat avec les acteurs de la filière, mais on laisse pas le marché tout faire, quoi. Oui, et puis moi au final, c'est l'histoire de serre chauffée là. Je me dis, aujourd'hui on gueule contre ça, c'est une aberration. Demain il y en aura d'autres en fait, quoi. Et le meilleur moyen pour que la bio là que vous avez tous créé continue de s'asseoir comme il faut. Moi je crois vachement à la Resto Co demain qui pourra absorber des volumes plus importants. Alors il y a des PAT, Joël tu me disais la dernière fois, maintenant c'est les chambres qui s'en occupent. Est-ce qu'il y a un groupe de travail avec le GAB? Quand tu vois le positionnement de la chambre par rapport à des sujets comme ça, on peut se demander à quoi ils servent et qu'est-ce qu'ils veulent de l'agriculture. Et vous, quel pouvoir vous avez là-dessus et quel relais on a et comment on se saisit de ça, quoi. Parce que aujourd'hui, alors sur la question du pouvoir on en a et c'est de notre responsabilité. Le tout c'est de trouver des majorités. Oui. Alors c'est pas si simple. Alors on sait nous minoritaires que c'est avec le poids de l'opinion publique, des mobilisations et citoyennes des consommateurs, mais aussi des mobilisations des gens de terrain que vous êtes. Puisque vous êtes producteur et directement concerné, et en train de démontrer que votre manière de faire, elle est viable, elle est créatrice d'emplois, d'économie, de développement local, enfin, tout y est, quoi. Je vais essayer de griller la politesse à tout le monde parce que Francis voulait parler, mais je dois partir. Juste une dernière chose sur ce type d'enjeu, il y a la PAC post-2020. Là, ce qui va être décidé va être essentiel pour l'avenir. On a une nouvelle, l'Assemblée européenne, l'Union européenne, le Parlement européen a changé de physionomie, mine de rien. Il faut vraiment qu'on en profite pour actionner là, dans tous les partis politiques, parce que tout le monde a fait les grands discours. On sait que les écolos vont être très clairs là-dessus pour faire pencher la balance, mais il ne faudra pas qu'ils soient seuls. Et là, derrière, il y a tout l'avenir de notre agriculture qui est derrière. Et ce qu'on demande au niveau de la PAC, ce sont qu'on considère des paiements pour services environnementaux. Toute l'agriculture vertueuse qui préserve la qualité de l'eau, la biodiversité, la santé humaine, la vie du sol, ça va au-delà du prix des produits, ce sont des services qui sont rendus à l'ensemble de la société, en fait. Donc voilà, je voulais juste vous dire cette petite chose-là avant de partir. Merci Joël. Juste une réaction par rapport au champ de l'agriculture. Il y a une vingtaine d'années, quand on se battait pour un complément français au cahier des charges, qui intégrait le lien au sol, parce que ça nous paraissait être la base. Comme par hasard, les chambres d'agriculture étaient contre le lien au sol, parce que ça risquait de freiner le développement. Et on les retrouve aujourd'hui
sur le dossier serre chauffée, etc. Parce qu'il ne faut pas freiner le développement. Nous, la seule chose qu'on réclame, c'est une agriculture biologique. Merci. Francis, tu voulais...